Smart Invest vous est présenté par eToro, la force du trading social. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Invest. Nous voilà partis pour le deuxième épisode de ce programme d'apprentissage pensé par Bismart et eToro pour vous aider à faire vos premiers pas sur les marchés financiers. Et au sommaire de cette édition, nous reviendrons bien sûr sur les choix d'investissement de nos 4 participants. Nous aurons même le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Invest Marie-France Pedroni afin de recueillir ses premières impressions en matière d'investissement sur les marchés financiers. Et nous nous intéresserons ensuite dans la lignée de nos échanges de la dernière fois à l'analyse et au choix des valeurs en bourse. Que regarder, comment les comparer, sur quels ratios économiques et financiers se concentrer et surtout que peuvent nous apprendre ces ratios économiques. Nous aurons le plaisir d'accueillir pour en parler Louis Yang, rédacteur en chef du Café de la Bourse. Mais comme l'analyse fondamentale ne suffit pas, nous tenterons également de comprendre comment l'analyse technique, cette fois-ci, peut donner des indications sur le comportement boursier des valeurs ou des actifs. Et pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir dans la dernière partie de Smart Invest Daniel Cohen de Lara, président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques. Je suis ravi de vous retrouver tout de suite pour avancer ensemble dans vos premiers pas sur les marchés financiers. Et dans un instant, nous accueillons Antoine Fraisse-Soulier. Et nous avons à présent le plaisir d'avoir été rejoints en plateau par Antoine Fraisse-Soulier, analyste de marché chez eToro. Bonjour Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Invest. On va essayer de comprendre ensemble comment se sont déroulées ces premières semaines, ce premier mois du programme d'apprentissage Smart Invest. Vous avez accompagné chacun des 4 participants, vous et David Derry également, analyste de marché également chez eToro. Antoine, comment se sont passées ces premières semaines sur les marchés financiers pour nos participants ? Effectivement, c'est vrai que le mois de septembre a été un des plus mauvais mois de l'année. Les marchés ont baissé entre 5 et 10%. Donc, pour nos participants, ça a été un petit peu compliqué en termes de performance. D'accord. En termes même si les performances restent plutôt raisonnables, mais on est plutôt en territoire négatif. D'accord. Ensuite, en termes de diversification, on voit que nos candidats sont assez bien diversifiés. On le voit notamment avec Marie-France Pedroni, qui a investi dans les actions, dans les matières premières, dans les indices et également dans les ETF et les crypto-monnaies. D'accord, donc là il y a une vraie diversification. On a aussi une stratégie uniquement ETF pour Mathieu Ilouz, mais ETF très bien réparti en termes de zones géographiques. D'accord. On est sur Europe, US, marché émergent, et en termes de secteurs, secteur défensif, santé, immobilier, etc. Pour Mathieu Stéphanie, on a un investissement quasiment total du portefeuille. D'accord. Oui, parce qu'on rappelle que c'est de l'argent virtuel, mais on a quoi ? On a 100 000 $, si je dis pas de bêtises. Virtuellement sur le portefeuille. Donc voilà, c'est une somme assez conséquente. Et donc effectivement, sur le portefeuille de Mathieu Stéphanie, presque tout a été investi sur le mois de septembre. Voilà, alors c'est celui qui a le plus investi sur les marchés. Donc 90% de son portefeuille ont été investis sur les marchés. On est en moyenne entre 30 et 60% pour les autres candidats. Donc plus de marge de manœuvre pour le reste de la compétition. Voilà tout ce qu'on peut dire. Ensuite, Flavie, par exemple, Flavie Voyer, elle investit uniquement sur les sociétés technologiques, donc elle investit sur Netflix, Tesla ou DocuSign. Donc on voit quand même des stratégies différentes se dessiner, certaines très, très axées sur les thématiques, comme ce que vous nous disiez pour Flavie Voyer, qui peuvent être intéressés par certaines thématiques ou envie de creuser sur certaines thématiques, ou alors à l'inverse, des stratégies très diversifiées comme Marie-France Pedroni, où là on va aller chercher un peu des mouvements de marché différents et éviter d'être emmené dans un sens ou dans un autre en fonction de ce que peuvent décider les marchés. Oui, effectivement, c'est vrai que la diversification, c'est un très bon moyen justement pour pas subir la baisse d'un seul marché. Et c'est vrai que Marie-France, que vous allez recevoir juste après, elle sera juste après sur le plateau, effectivement. A un portefeuille très diversifié et c'est pour cela qu'elle a notamment une performance qui est très correcte, puisqu'elle est quasiment à l'équilibre. Et surtout aussi, elle s'est diversifiée dans le luxe, dans le secteur des boissons avec Coca-Cola,
ou dans l'IT aussi. Donc voilà, donc on a une stratégie qui est bien diversifiée, qui donne ses résultats, qui porte ses fruits, en tout cas sur ce premier mois de compétition. Est-ce que vous avez noté des difficultés particulières sur le premier mois du programme d'apprentissage quand on s'y connaît peu sur les marchés financiers et qu'on doit procéder à des choix d'investissement ? Alors, il y a eu une difficulté, effectivement, c'est le déclenchement de stop loss pour donc un candidat. Justement, ce stop loss avait été paramétré automatiquement par la plateforme et donc le candidat n'était pas au courant, ne s'était pas aperçu de ce stop loss. Donc, ceux qu'on n'a pas encore mentionné dans l'émission, le stop loss, voilà. Donc ça a été un apprentissage en pratique. Oui. Exactement. Et du coup, donc la position a été stoppée, notamment sur l'or. L'or avait beaucoup baissé, à un moment a chuté, il y a eu une très forte chute et donc la position a été stoppée et donc en l'occurrence, le candidat ne savait plus où était sa position dans son portefeuille. Parce que la position avait disparu. Elle avait disparu du portefeuille. Vendu, elle était dans l'historique, effectivement, dans l'historique des positions et non plus dans le portefeuille actualisé. Donc du coup, petite surprise, on va dire. Mais c'est les aléas et c'est pour ça qu'on est aussi en virtuel. Donc ce n'est pas de Bien sûr, c'est pour apprendre. C'est pour apprendre et ça nous donne effectivement l'occasion de se dire qu'il faut traiter ce sujet du stop loss, effectivement, pour comprendre effectivement comment ça fonctionne. Merci beaucoup, Antoine Fraisse-Soulier. On se retrouve le mois prochain sur le plateau de Smart Invest, mais également sur un certain nombre de formats digitaux. D'ici là, je rappelle que vous êtes analyste de marché chez eToro. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite. Et nous continuons à suivre ensemble le programme d'apprentissage donc des différents participants. Nous avons à présent le plaisir d'avoir été rejoints sur le plateau de Smart Invest par Marie-France Pedroni, experte comptable et fondatrice de la plateforme Bobby. Bonjour Marie-France Pedroni. Bonjour Nicolas. Vous faites partie donc des 4 participants au programme d'apprentissage que nous avons mis en place. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour d'expérience de ces premières semaines avec vos choix d'investissement sur les marchés financiers, votre appréhension finalement des marchés financiers ? Alors déjà, dans un premier temps, je voulais appréhender la plateforme. Elle m'a fait un petit caprice, l'histoire des stop-loss. C'était donc vous, c'est ça ? Oui. Donc en fait, j'ai voulu acheter des matières premières et en fait, la plateforme avait paramétré de façon automatique le stop-loss. D'accord. Et c'est vrai qu'il fallait le retirer et du coup, donc j'ai vendu prématurément l'or et le sucre qui avaient fait une forte automatiquement, chute, finalement, de façon automatique. Donc j'ai cherché partout où était ma ligne. Donc finalement, j'en ai racheté, puisque moi, j'avais absolument pas envie de vendre à ce moment-là, parce que j'étais convaincue, j'imaginais peut-être que ça allait remonter. D'ailleurs, l'or remonte. Donc voilà. Sinon, ce que j'ai essayé de faire, effectivement, c'est de beaucoup diversifier. Donc, j'ai fait un petit peu comme j'avais dit. Effectivement, j'ai pris du Hermès. Donc là, c'est vraiment la valeur qui à mon sens, va attendre longtemps avant d'avoir des chaos. J'ai pris aussi du Coca-Cola. J'ai pris aussi de l'ETF. Une valeur en fait qui rassemble beaucoup d'autres valeurs. Bien sûr, comme ça stabilise aussi. Donc je reviens pas sur les matières premières. J'ai pris aussi de l'Ethereum. Donc un choix de vraiment diversifié finalement sur toutes les classes d'actifs. D'accord. Exactement. Et en fait, je n'en ai pris que 10. Donc j'ai investi 70% de mon portefeuille. Je pense pas que j'investirai les 30% de façon spontanée. Ça sera uniquement si vraiment je vois qu'il y a quelque chose qu'il faut faire dans l'urgence, on va dire. Et donc je n'ai investi que 10 valeurs. Je considère qu'en fait, pour les suivre correctement, il ne faut pas en avoir de trop. D'accord. 10, c'est bien. Je me suis créé des listes de favoris. Donc, encore une fois, je crée une plateforme. Donc, mon objectif, c'était aussi de découvrir tout ce que la plateforme avait mis à notre disposition. Donc, j'ai créé des listes de favoris. J'ai mis, bien évidemment, je les ai classés. Je vais les faire tous les mois. Et donc, là, j'ai déjà mis mes 10 favoris, en fait, que j'avais investis. J'en ai toute une autre, une liste de... Ah oui, sur lesquels vous attendez finalement avant de vous positionner. Exactement, je regarde. Après, j'ai une autre liste où en fait, c'est ceux que ça sera peut-être mes futurs investissements. Donc voilà, j'essaye encore une fois d'utiliser vraiment tous les atouts de cette plateforme. Pour conclure, Marie-France Pedroni, vous saviez ce que c'est qu'un stop-loss avant d'être confronté au fonctionnement du stop-loss ? J'en avais entendu parler à l'école, mais là, carrément, en fait, je pense qu'il faut peut-être mettre des warnings pour qu'on sache que quand on investit sur une matière première, c'est automatique. Et en tout cas, on en parlera dans cette émission parce que c'est effectivement un outil qui peut être utilisé lorsque l'on veut investir. Merci beaucoup Marie-France Pedroni. Je rappelle que vous êtes experte comptable et fondatrice de la plateforme Bobby. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite.
Et c'est parti à présent pour Markets Academy. Une question va nous animer aujourd'hui. Comment choisir et analyser ses premières valeurs lorsque l'on a décidé de se lancer sur les marchés financiers, mais que l'on fait face à de multiples actifs ou de multiples actions sur lesquelles on peut décider ou non d'investir une partie de son épargne. Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Invest Louis Yang, rédacteur en chef du Café de la Bourse. Bonjour Louis Yang. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Invest. C'est vrai qu'on peut être un peu perdu finalement quand on doit choisir entre différentes valeurs, où on achète les plus connus ou les actifs les plus connus ou celles qu'on nous a conseillées, ce qui n'est pas forcément la bonne stratégie, mais qui peut permettre de rassurer. Ou alors il y a une stratégie un peu plus sérieuse, une méthode un peu plus réfléchie que vous allez nous expliquer, qui s'appelle l'analyse fondamentale. Alors Louis Yang, qu'est-ce que c'est que l'analyse fondamentale ? Alors l'analyse fondamentale, ça consiste à évaluer une entreprise en fonction de ses fondamentaux. D'accord. Le nom l'indique. Les fondamentaux, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. On va regarder si le chiffre d'affaires est en croissance. On va regarder l'endettement de la société. D'accord. On va regarder si elle fait des bénéfices. Mais aussi tout ce qui est hors financier, c'est-à-dire quelle est la position de la société sur son marché. Est-ce qu'elle a des avantages concurrentiels, etc. Donc toutes ces questions qu'on va se poser et on va essayer d'analyser pour trouver les réponses. L'objectif, effectivement, c'est ça. C'est de savoir est-ce qu'il faut acheter telle ou telle entreprise en bourse. Donc en fait, essayer de comprendre le fonctionnement économique d'une entreprise, parce que le chiffre d'affaires, ça semble quand même assez évident. Est-ce que l'entreprise génère effectivement un chiffre d'affaires, gagne de l'argent ou non? Ça va se voir plutôt avec les bénéfices. Mais là, c'est même aller regarder le positionnement vis-à-vis des concurrents. C'est ça, c'est faire un peu une étude du modèle économique de l'entreprise, c'est ça? C'est exactement ça. C'est déjà comprendre en fait le modèle économique de l'entreprise, comment elle génère du cash flow, donc comment elle fait des bénéfices. Et donc c'est un petit peu, si on prend en parallèle avec la voiture, c'est soulever le capot et regarder la mécanique dedans. Oui. Exactement. Alors pour autant, tout le monde n'est pas expert en analyse économique, en analyse financière, en compréhension des mécanismes économiques. Où est-ce qu'on peut trouver des informations sur une entreprise pour comprendre son modèle économique? Oui. Alors je pense qu'on peut se former. Et c'est pas aussi compliqué qu'on pourrait le penser. D'accord. Donc par rapport à comment trouver l'information, en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire que toutes les sociétés cotées ont un site corporate. D'accord. Sur ce site corporate, on va dans l'espace investisseur. Et au sein de l'espace investisseur, on va avoir beaucoup de documents. Ça, c'est une obligation légale. Elles sont obligées de mettre à disposition un certain nombre de documents. Tout à fait. Et parmi ces documents, le plus important, c'est le rapport annuel. D'accord. Donc, c'est un rapport qui est publié généralement au printemps. Et au sein de ce rapport annuel, il y a beaucoup de documents. Il y a d'abord il y a un point sur l'année écoulée. Il y a des éléments sur les perspectives. Il y a le mot des dirigeants. On comprend du coup un peu la vision, où en est l'entreprise, les faits majeurs de l'entreprise. Donc ça, c'est déjà un premier document important à consulter. Et donc là, dans ce document, on va trouver les informations. J'ai envie de dire que les informations soient bonnes ou mauvaises, elles seront rendues publiques dans ce document. Tout à fait. D'accord. Après, il y a ce que c'est de la communication financière. Bien sûr. Donc évidemment, comme c'est la société qui va publier, elle va tout de même utiliser il va y avoir un certain vocabulaire. Voilà, exactement. Mais toute l'information doit être disponible dans ce document. D'accord. Et donc sur l'année écoulée et sur les perspectives potentiellement d'avenir de l'entreprise. Tout à fait. Après, ce qui est important, c'est vraiment l'année écoulée, puisque là, on est sur on va regarder les comptes. Donc c'est vraiment les chiffres consolidés, réels. Oui, là, c'est pas la théorie, c'est la pratique. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Exactement. Et là, évidemment, il y a deux documents majeurs. Il y a le bilan et il y a le compte de résultat. Après, il y a des annexes aussi. Concrètement, le bilan, c'est une photo à l'instant T d'une société au niveau de l'actif et du passif dont elle dispose. Et le compte de résultat, c'est un peu le baromètre de l'activité. C'est là où on va voir le chiffre d'affaires, le résultat des exploitations, les bénéfices, l'endettement, etc. On va trouver ces informations. L'endettement, on le trouve dans le compte de résultat, du coup, c'est ça? Alors, en fait, non, il faut le calculer. C'est un ratio. Il faut le calculer. Ah, donc on va trouver sur les ratios, peut-être. On va y revenir après. Alors, on trouve en fait l'information, entre guillemets, brute. Et après, effectivement, il va falloir appliquer des ratios pour pouvoir analyser et savoir de quoi on parle en fait. Alors ça c'est des éléments qui sont financiers. On a beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés par des investissements plus en lien avec leurs valeurs, qui vont prendre en compte un certain nombre de choses extra-financières. Ça se retrouve aussi dans les comptes par exemple? Tout à fait, c'est obligatoire également. Donc effectivement, ça c'est très important. C'est vraiment une tendance de fond. On a envie aussi d'investir selon nos valeurs. Donc on va regarder justement ces critères extra-financiers qui vont lier à l'environnement,
à l'impact sur la société, à la gouvernance de l'entreprise, au fonctionnement en fait de la communication, des faits majeurs que la société aurait réalisés. Donc ça, c'est dans le rapport annuel, pardon, pas dans les comptes, mais dans le rapport annuel. Exactement, oui, les comptes se trouvent dans le rapport annuel et ces engagements extra-financiers ou ces critères extra-financiers également dans le rapport annuel. Tout à fait, c'est les responsabilités environnementales et sociétales de la société. Et évidemment, il va y avoir aussi d'autres éléments disponibles. Donc, j'invite tout investisseur à aller consulter l'espace investisseur des entreprises cotées et à suivre ces éléments-là, en sachant qu'il y a d'autres. Là, c'est le rapport annuel. Donc, il y a d'autres éléments peut-être, ou d'autres documents qu'on peut consulter. D'autres documents trimestriels, généralement, parce que chaque société va annoncer le chiffre d'affaires du trimestre écoulé. Exactement. Donc ça, c'est des mini temps forts au cours de l'année qui est important de suivre, tout comme des faits majeurs qui impactent la vie de la société. C'est aussi une obligation légale de communiquer dessus. Alors, une question qu'on peut se poser quand même, c'est est-ce qu'il faut regarder que les comptes de l'entreprise ou il y a d'autres sources d'informations? Je ne sais pas, par exemple la presse financière ou les actualités qui peuvent être liées à une société? Oui, alors évidemment, j'ai envie de dire c'est la première brique. Après, c'est important effectivement de suivre l'actualité d'un point de vue macroéconomique, mais aussi microéconomique de la société. On peut consulter effectivement les revues spécialisées. On peut aussi consulter des notes d'analystes. C'est important en fait de se faire une opinion via différentes sources d'informations indépendantes et complémentaires. Alors, vous l'avez rapidement mentionné tout à l'heure quand on parlait d'endettement, il y a des ratios qui existent. Alors, qu'est-ce qu'un ratio et en quoi ça peut aider à la prise de décision dans le choix d'une valeur plutôt qu'une autre? Alors, un ratio, en fait, ça va être c'est une division, c'est-à-dire qu'on va prendre deux éléments et on va obtenir un chiffre qui va nous permettre de comparer. Je pense que c'est important pour un investisseur débutant de ne pas paniquer et de ne pas essayer d'être le plus exhaustif possible ou de connaître le plus de ratios financiers possible. Je pense que l'important, c'est de savoir quel ratio rentre dans ma stratégie d'investissement. Parce qu'il en existe beaucoup, c'est ça? Il en en existe énormément. Et je pense que si on fait un stock picking, c'est-à-dire une sélection d'actions, c'est ce dont on parle depuis le début, c'est vraiment les actions, effectivement, ces actifs-là. Exactement, c'est important de définir sa stratégie. Par exemple, je prends un exemple, si on cherche à investir dans des valeurs de croissance, à ce moment-là, on va regarder la croissance d'année en année du chiffre d'affaires. Oui, d'accord. Donc ça paraît évident, mais on va plutôt regarder un ratio de ce type-là. Si on est dans une approche un peu plus value, c'est-à-dire identifier des valeurs décotées en bourse, à ce moment-là, on va utiliser un ratio qui va rapporter l'actif net de la société à sa capitalisation boursière. D'accord. Si on est dans une approche un peu dividende, on va regarder le rendement que procure l'action, etc. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un point important, c'est ne pas se perdre dans la multitude. Et choisir ceux qui correspondent à sa stratégie. Et alors, si on n'y connaît rien et qu'on a quand même envie d'avoir quelques indicateurs, est-ce qu'il y a des ratios dont on ne peut pas se passer pour comprendre comment fonctionne une entreprise? Tout à fait. Je pense au BPA, qui est essentiel. Donc c'est le bénéfice par action. C'est tout simplement le bénéfice pour une action. Parce que si on compare des bénéfices de sociétés qui ont un nombre d'actions différentes, c'est compliqué. On compare un peu des carottes et des choux. D'accord. Donc au moins là, ça fait un référentiel. C'est-à-dire que pour une action égale, voilà le bénéfice servi sur l'un ou sur l'autre. Du coup, on peut comparer différentes actions. Après, il y a un autre ratio qui est très connu aussi, et qui est le PER, le Price Earning Ratio, qui lui va calculer, va permettre d'identifier la valorisation en bourse des bénéfices d'une société. D'accord. Donc du coup, en fait, on va prendre la capitalisation boursière de la société et on va le rapporter au bénéfice total de la société. Donc ça permet d'identifier quoi? Ça, une société sous-cotée ou sur-cotée? Exactement. Alors attention, ça va permettre d'identifier ça, mais attention encore une fois à pas comparer ce qui n'est pas comparable. C'est-à-dire que si on est sur des secteurs différents, des entreprises avec des modèles économiques différents, leurs PER vont varier. Donc c'est pas parce qu'une société va avoir un PER élevé que c'est forcément une mauvaise chose et qu'elle est trop chère. Donc il faut comparer au sein du secteur, et même au sein d'un secteur, il faut vraiment identifier des entreprises qui ont des modèles économiques similaires. Donc BPA qui va permettre d'identifier finalement les bénéfices générés par une entreprise pour pouvoir les comparer à d'autres entreprises. Pareil, il vaut mieux comparer par secteur d'activité. Et ensuite PER, où là, on va regarder la valorisation plutôt de l'entreprise ou de la valeur en question. On parle aussi souvent de rendement. Qu'est-ce que c'est qu'un rendement ?
Alors le rendement, c'est en quelque sorte le loyer d'une action. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on va en bourse, qu'on a une action, on a deux manières de générer un gain. On peut faire une plus-value, c'est-à-dire par exemple, on va vendre plus cher que ce qu'on a acheté au niveau du prix de l'action. Et après, on peut aussi toucher un dividende. Donc les dividendes, je rappelle, c'est une part de bénéfice que l'entreprise a décidé de verser en assemblée générale. Il y a la part de décision, donc c'est pas à confondre avec le BPA par exemple. Oui, exactement. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes, tout à fait. Et donc le dividende, si on le rapporte au cours de bourse, ça va donner le rendement. Donc concrètement, en détenant cette action, je vais pouvoir toucher tant de loyers via cette action. Donc c'est tout simplement ça le rendement. Donc le rendement, effectivement, c'est un terme différent pour regarder effectivement le gain que je vais pouvoir avoir grâce à la politique de dividende de l'entreprise. C'est tout à fait ça, oui. Dernière question. Si on doit aujourd'hui déterminer une méthodologie pour choisir et analyser, ou en tout cas plutôt dans l'autre sens, analyser et choisir ces premières valeurs, par quoi est-ce qu'on commencerait, qu'est-ce qu'on ferait ? Alors, je pense que la base, avant de commencer à faire un stock picking, à mettre en place une stratégie, je pense que c'est la partie principale, c'est-à-dire identifier son profil. Pourquoi j'investis en bourse, quel est quels sont mes objectifs, quel est mon horizon de placement, quels sont les risques que je suis prêt à prendre. Donc ça, c'est vraiment la première brique. Au tout départ, identifier ça. Et en fonction de ça, après, on peut mettre en place des stratégies de sélection d'actions. J'en parlais tout à l'heure, on peut avoir une approche où on préfère les valeurs growth, c'est-à-dire les valeurs de croissance, qui sont des modèles économiques assez innovants, qui vont être disruptifs, qui sont un peu l'avenir, mais en même temps qui vont généralement pas générer de bénéfices. Après, on a des valeurs value qui sont un peu mal aimées. Du coup, pourquoi on y va sur ces growth pour une perspective de valorisation plus élevée et donc avec l'idée de revendre plus cher que ce qu'on aura acheté? Exactement, c'est tout à fait ça. On est dans une idée de plus-value, exactement. Après, on peut avoir effectivement une approche un peu plus dividende, où là, on va aller sur des entreprises plus matures qui ont une rentabilité, qui ont un rendement, et on va pouvoir toucher des coupons, donc des dividendes, à une fréquence annuelle ou trimestrielle en fonction des sociétés. L'approche value, qu'est-ce que c'est du coup? Alors l'approche value, c'est une approche qui consiste à aller identifier des sociétés qui sont sous-cotées en bourse. C'est-à-dire qu'on va aller regarder les comptes de la société, on va identifier tout son actif net et on va regarder si la valeur réelle patrimoniale de la société est bien valorisée en bourse ou pas. Si elle est mal valorisée, ça veut dire que les marchés financiers sous-cotent cette entreprise. Et donc, l'approche value, c'est d'aller investir dans ce type de société. Mais attention, c'est pas parce qu'une valeur est sous-cotée qu'elle va forcément être réajustée à la hausse. Et après, à quel moment est-ce qu'elle va être réajustée à la hausse? Donc ça, c'est tout le sujet d'analyser justement. C'est qu'après, il y a une part de conviction aussi de l'investisseur quand il va sur les marchés financiers. Et personne n'est capable de prédire à quoi ressemblera le cours d'une action ou l'évolution des marchés financiers demain. Merci beaucoup, Louis Yang, d'être venu sur le plateau de Smart Invest. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du Café de la Bourse. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour parler maintenant analyse technique. Et nous nous retrouvons à présent donc dans Tendance et Figure. Après avoir évoqué l'analyse fondamentale, nous allons maintenant nous intéresser à l'analyse technique dans le choix de ces valeurs. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Invest Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel Cohen-Delara. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Invest. Vous êtes président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques, et vous êtes également associé chez Next Momentum. Une question, Daniel Cohen-Delara. On a entendu dans la partie précédente l'analyse fondamentale dans le choix des valeurs. Est-ce que l'analyse technique peut elle aussi permettre de faire son choix entre plusieurs valeurs? C'est un excellent outil. D'accord. Et c'est surtout pour les particuliers, les investisseurs particuliers, qui ont plus de difficultés à réunir toute l'information fondamentale pour faire leur choix. Le fait de travailler avec l'analyse technique, c'est-à-dire de suivre les tendances, de suivre les supports, les résistances, et avec la batterie d'outils dont dispose l'analyse technique depuis 120 ou 130 ans, eh bien, il y a tout à fait la possibilité pour les investisseurs de rentrer. Et en fait, je suis rentré moi-même comme ça dans l'investissement. D'accord, via l'analyse technique. J'ai découvert l'analyse technique en me posant des questions, comment j'investis. D'accord, oui.
Et bien sûr, il y a des journaux qui sont des journaux de qualité, mais qui sont un peu insuffisants pour, à mon sens, pour se fonder une vraie conviction. L'important, si on investit, c'est d'avoir une vraie conviction, non pas parce qu'on aime le titre, mais parce qu'il y a des raisons objectives de penser que le titre est dans une évolution qui est favorable. Et l'analyse technique donne les outils aux particuliers, aux professionnels, pour justement se faire ses convictions sur des bases objectives. Donc si je vous suis, ça veut dire que ça vient en complément quand même d'une analyse fondamentale, ou ça peut vivre seul? Alors, oui. Les deux peuvent fonctionner ensemble. L'analyse technique, elle regarde en permanence le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs. D'accord, oui. Donc, sans se poser la question du chiffre d'affaires ou des bénéfices d'une entreprise. Simplement le rapport de force entre les deux qui, eux, peuvent être influencés quelque part par différentes informations. C'est-à-dire qu'on dit que tout est dans les prix. C'est-à-dire que les résultats de l'analyse fondamentale, les résultats et les comportements des analystes fondamentaux et des fonds d'investissement qui travaillent essentiellement sur l'analyse fondamentale, c'est eux qui font les cours, et nous, on regarde comment ils réagissent. Et le travail en particulier sur les bougies, c'est très intéressant de regarder. Eh bien, on démarre une tendance, on vient consolider, on repart. Même sur des bougies quotidiennes, on a beaucoup d'éléments. Une bougie qui part très fort, et puis tout d'un coup, en milieu de journée, on se replie. Donc toute cette analyse technique reflète en fait le comportement psychologique des grosses mains. Et des investisseurs, donc des acheteurs et des vendeurs. Voilà. Et alors, nous, on regarde en permanence le rapport de la bagarre. Le rapport de force. Le rapport de force. Et alors justement, on a abordé la dernière fois dans cette émission le sujet de la tendance. On imagine que tout le monde cherche une tendance haussière, on va y venir. Mais est-ce que investir sur une tendance baissière est toujours une erreur, Daniel Cohen de Lara? Alors, je dirais, en vous regardant dans les yeux, oui. D'accord. Alors, je vais expliquer quand même. Je vais expliquer mon raisonnement. Alors, si on est effectivement plus sur des investisseurs particuliers, des investisseurs qui travaillent, par exemple, sur un PEA, qui travaillent essentiellement, je parle essentiellement d'actions. D'accord. Ouais. Quand vous avez une action dont le cours baisse en permanence, donc qui est dans une tendance baissière, c'est que soit le marché lui-même il est très baissier, donc si le marché est très baissier, on prend un risque plus important en y investissant que si le marché il est haussier. Ou alors, qui est un cas également fréquent, c'est que l'entreprise a des problèmes. Elle peut avoir des problèmes de financiers, elle peut avoir des problèmes de gouvernance, elle peut avoir des problèmes de modèle économique, et c'est pour ça que le marché la sanctionne. Donc, à la limite, autant attendre qu'elle ait réglé ses problèmes et qu'elle se retrouve dans un schéma qui soit favorable pour investir sur elle. Il y a un adage, et qui est tellement vrai, la tendance est votre amie. Et alors justement, est-ce qu'une tendance haussière, du coup, est votre amie, et quels indices pour déceler une tendance haussière? Alors, il y en a beaucoup, mais j'ai envie de parler de deux qui sont les deux plus importants. Le premier vient de notre maître à tous, analyste technique, c'est Charles Dow, qui a créé d'ailleurs l'indice Dow Jones, et qui a été le véritable père de l'analyse technique à la fin du 19e siècle et dans les toutes premières années du 20e siècle. Charles Dow a défini une tendance haussière lorsque, dans le mouvement des prix, on fait deux plus hauts successifs, plus hauts l'un que l'autre, et entre les deux plus hauts, on a un plus bas, et que le plus bas qui va suivre le deuxième plus haut sera plus haut aussi que le précédent. C'est qu'en permanence, on ne fait que monter. Même si à un moment donné, on a un repli, le repli se fait pour aller plus haut, et à chaque étape, le repli se fait pour aller plus haut. Donc ça, c'est vraiment la définition d'une tendance haussière. Alors ça, c'est le premier indice. Deuxième indice, rapidement, il nous reste quelques secondes. Ouais. Alors, c'est les moyennes mobiles. D'accord. Donc sur des démarrages de tendance, des moyennes plutôt courtes, 20 périodes, et après, au fur et à mesure où la tendance se met en place, des moyennes plus longues, 50, 100.
Donc il faut des moyennes mobiles qui soient orientées à la hausse également, c'est ça? Il faut évidemment qu'elles soient elles-mêmes orientées à la hausse, jouent un peu le rôle de support. Merci beaucoup Daniel Cohen-Delara. Je rappelle que vous êtes président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques, et associé chez Next Momentum. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous rappelle que vous pouvez retrouver sur Bismart tous les formats dédiés à ce programme d'apprentissage et notamment les points clés à retenir pour chacun des formats en plateau qui vous sont proposés par Antoine et David de chez eToro qui encadrent ce programme d'apprentissage, mais aussi les choix des participants semaine après semaine. Et on se retrouve le mois prochain. Smart Invest vous a été présenté par eToro, la force du trading social.